À la une ce soir, un procès très attendu s'est ouvert aux assises. Aujourd'hui, celui des 3 hommes accusés de l'assassinat de Loïc Gu, tué en août 2012. Le commerçant chinois avait été coulé dans du béton, puis jeté dans le fleuve Sinnamary. Une affaire sordide présentée devant la justice depuis ce matin. La clinique Véronique en pleine perturbation. Le personnel réclame le respect des points discutés lors des négociations annuelles obligatoires. Certaines primes seraient menacées, ce qui inquiète les soignants. En politique, il n'y aura pas d'alliance au second tour et pas de soutien non plus. Après Chantal Berthelot qui a appelé à voter nul, Rémi-Louis Budoc ne donne aucune consigne de vote à ses électeurs. Enfin, du sport et de la cohésion au lycée agricole de Matiti. Les lycéens de 8 établissements se sont affrontés amicalement lors de la journée nationale de la laïcité. Un beau moment de partage à suivre dans quelques instants. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus dans votre grande session d'information de ce mercredi 9 décembre. On démarre cette édition avec une affaire qui avait fait grand bruit à l'époque. Des faits est présenté aujourd'hui devant la justice. Après 3 ans d'enquête, le procès des 3 personnes accusées de l'assassinat de Loïc Gu en août 2012 a démarré donc ce matin. Le commerçant avait été tué puis recouvert de béton avant d'être jeté dans le fleuve Sinnamary. D'après les aveux des accusés, son corps n'a jamais été retrouvé. Jonathan Lariot a assisté à la première audience de la cour d'assises du tribunal de grande instance de Guyane. Regardez. Le 22 août 2012, Loïc Gu, commerçant d'origine chinoise, ne regagne pas son domicile après sa journée de travail. Sa femme finit par avertir les forces de l'ordre le lendemain, mais il est déjà trop tard. Au terme d'une enquête de 3 ans, les principaux suspects avouent avoir tué la victime de 2 balles dans la tête avant d'avoir recouvert son cadavre de béton et de l'avoir jeté dans le fleuve Sinnamary. Le principal accusé n'est autre que l'ancien associé de Loïc Gu. Une histoire d'argent et de dette serait à l'origine du drame, largement médiatisé à l'époque. C'est en tout cas le mobile que devront déterminer les 7 jurés de la cour d'assises. La première séance a démarré ce matin à 8h, avec le récit de l'enquête et le témoignage de l'épouse de la victime. Les 3 accusés faisaient face à leur famille et à celle de Loïc Gu, dans une ambiance tendue. Pour l'instant, seuls les enquêteurs et les témoins de l'affaire ont comparu devant la cour d'assises du tribunal de grande instance de Cayenne. Le procès, lui, devrait durer 3 jours. Parmi les accusés, 2 d'entre eux encourent la peine maximale de prison à perpétuité, avec pour chef d'accusation l'assassinat et la complicité d'assassinat. Le 3e, lui, devra répondre à une accusation de recel de cadavres et encourt une peine d'emprisonnement de 2 ans. Au chapitre social, maintenant, un débrayage a eu lieu ce matin à la clinique Véronique, un mouvement qui a fait suite à l'appel de l'UTG. Le personnel s'est réuni devant les locaux pendant 3 heures pour dénoncer le non-respect des points discutés lors des négociations annuelles obligatoires par la direction. Parmi les problématiques, la suppression de certaines primes, dont celle sur l'ancienneté, inquiète le personnel mis à pierre. La clinique Véronique tourne au ralenti depuis ce matin. Seuls sont assurés les soins des malades hospitalisés. Presque tous les salariés ont arrêté de travailler à l'appel de l'Union des travailleurs guyanais. Le syndicat dénonce le non-respect de 5 points dans les NAO, les négociations annuelles obligatoires. Nous avons tenu la NAO depuis le mois d'octobre. Il s'avère que nous sommes en novembre et nous n'avons aucune réponse de la grande direction jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Nous avons fait un cahier de revendications de 5 revendications qui sont la prime de fin d'année, aussi le 3%, une prime de 3% pour le personnel de plus de 5 ans, de 3 ans au sein de la clinique, les 1 point de valorisation sur le salaire du personnel, ça c'est le 3e point, et le 4e point, 3 jours de congé pour déménagement, et le dernier point, 5 jours pour enfants malades au lieu de 2 jours. Ils avaient donné jusqu'au 8 décembre au groupe Kappa qui a racheté la clinique il y a 9 ans pour avoir une réponse et ils n'ont toujours aucune nouvelle pour l'instant. Un débrayage de 3 heures, pénible pour les patients, arrivés très tôt ce matin. Moi, je suis là depuis 6h30 du matin. Je n'ai pas encore mangé depuis minuit. Et je suis opérée, ça fait 15 jours d'hernie médicale. Je vais me faire opérer aujourd'hui des calculs rénal pour mes 2 sondes et en prothèse. Et je suis fatiguée, je prends des médicaments, je ne dors pas, j'étais de voler chez moi. Je n'ai pas dormi toute la nuit, je suis fatiguée, ce n'est pas normal, ils n'ont rien dit. Dès la fin du débrayage, les salariés de la clinique se sont réunis en assemblée générale. Le centre de santé guyanais reste sous tension, le mouvement sera reconduit demain et après-demain.
Un photomaton pour inciter au dépistage du sida, c'est l'initiative qui a permis aux visiteurs du marché de Cayenne d'être sensibilisés à la lutte contre le VIH ce matin. Pour ceux qui le souhaitaient, un véhicule de la Croix-Rouge permettait même de se faire dépister directement sur place. D'autres ont aussi pu se faire tirer le portrait à l'image des affiches de la campagne de sensibilisation que l'on retrouve un peu partout sur nos routes en ce moment. Les équipes poursuivent leur chemin le long des marchés de Guyane. Jusqu'à la fin de la semaine, on écoute l'une des organisatrices au micro de Xavier-Paul Lepelletier. Ils choisissent justement des bulles selon leur humeur. Et une fois qu'ils ont choisi leur humeur, donc vous avez l'impression de la photo, justement qui décrit l'humeur qui a été choisie. Une fois terminé, donc on leur transmet un flyer de sensibilisation ainsi qu'un numéro pour qu'ils puissent, s'ils le souhaitent, faire un dépistage par le biais de la Croix-Rouge qui n'est pas trop loin de nous en fait. L'événement a commencé aujourd'hui sur la place du marché de Cayenne. Demain, on sera sur la commune de Rémière-Montjoly, ainsi sur le marché. Ensuite, vendredi sur le marché de Couron. Samedi sur le marché de Saint-Laurent et pour finir, Matoury dimanche. En politique, maintenant, vous le savez, rien n'a changé sur les listes des deux candidats en lice pour le second tour de scrutin de l'élection de la CTG ce dimanche. Hier soir, Rodolphe Alexandre de la liste Guyane Rassemblement et Alain Thienne-Lyong pour une Guyane audacieuse étaient sur le plateau d'ATV Guyane pour le grand débat de l'entre-deux tours face à Gilles Vernet et Farouk Amri. 1 heure de débat en toute cordialité, même si aucun des deux candidats n'a reculé face à l'autre. En voici un extrait. Par rapport aux propos tenus par le président de la région, je vois qu'il sait mieux ce qui se passe chez moi que chez lui. Donc il ne sait même pas qu'il distribue des subventions à la tête du client. Il ne sait même pas que sa gestion est la plus mauvaise de France. Ça, c'est pour la dernière. Maintenant, il brandit effectivement une feuille d'émargement qui, sans doute, qu'il a sorti, mais je confirme que nous n'avons jamais été associés à l'élaboration de la PPE, qu'il vous prouve cela à travers un document où nous avons été associés. Alors, voilà. Donc je tenais à rectifier. Si nos agents ont été sans doute invités dans une réunion où on a parlé de la PPE, je confirme qu'on n'a jamais été associé à l'élaboration de la PPE. Et c'est ce que j'ai dit, et je confirme. Monsieur le Président, je vous demande d'apporter des éléments qui confirment que nous avons élaboré ce document avec vous. Donc je confirme que ça n'a pas été le cas. Monsieur Thienne-Lyong, ce n'est pas un document, il n'y a pas de document PPE. Mais c'est le document dont je parle. Où est le document? Attendez, il est où le document, Monsieur le Président? Attendez. Il est où? Non, mais je suis calme. Attendez. Il est où le document? Attendez, Monsieur Thienne-Lyong, laissez-moi parler. Il s'agissait d'une ouverture solennelle de la PPE entre le président, remplacé ce jour-là par Mme Hélène Siander, et Monsieur le préfet. Dans le cas d'espèce, vous avez reçu un courrier, je le remettrai donc à la presse, et dans le cas d'espèce, 2 de vos directeurs généraux ont participé. Donc, vous étiez associé. Vous l'avez dit, c'était une ouverture solennelle. Donc, nous confirmons que nous n'avons jamais été associés à un document, d'ailleurs qui est un document fantôme, puisque personne ne l'a vu ce document. En tout cas, voilà, ce document dont tout le monde parle, personne ne l'a vu, et je confirme devant les électrices et les électeurs que nous n'avons jamais été associés. Mais vous pouvez avoir, Monsieur le Président vous a dit, c'est une ouverture solennelle, c'est la PPE, ce n'est pas la PPE. Très bien. Donc j'ai bien parlé de la PPE, moi. Et je confirme ce que j'ai dit. Messieurs, avant de conclure, non, mais vous pouvez le dire, j'ai bien dit que nous n'avons jamais été associés. Très bien. Conviés. Et dimanche prochain, ATV Guyane vous fait vivre le second tour du scrutin lors d'une soirée électorale. Des équipes mobilisées sur le terrain, des chiffres, des analyses, le tout en direct sur votre antenne à partir de 19h. En ce qui concerne les candidats qui ne sont plus dans la course, hier, nous avons diffusé la consigne de la députée Chantal Berthelot en tête de la liste Cultiver la Guyane. Elle appelle ses électeurs à voter nul, ce qui n'est pas du goût de ses anciens adversaires. Parmi eux, Rémi-Louis Budoc, des Républicains, indique qu'il a bien l'intention de voter, mais préfère laisser libre choix à ses électeurs. Nous l'écoutons tout de suite au micro d'Ayodele Germa. Nous avons eu plus de 1000 personnes qui ont porté leur suffrage sur notre liste. Nous leur devons le respect. Et partant de là, on nous a assez dit que nous étions par-ci, par-là, éparpillés sur toutes les listes. On ne va pas continuer sur ce registre. Pour ce qui me concerne, en tout cas, j'appelle l'ensemble des électrices et des électeurs qui nous ont fait confiance et qui ont été droits dans leur ligne de valeurs républicaines de la droite et du centre, eh bien, d'aller voter. Mais de le faire en leur âme et conscience. Je ne donne pas de consigne particulière. Il leur appartient de voir, parmi les deux candidats,
celui qui abîme le moins la droite et le centre. Pour ce qui me concerne, j'irai voter. Je choisirai un des deux candidats. Et là encore, je suis très clair, je choisirai celui qui abîme le moins la droite et le centre. En bref, maintenant, hier soir, la commune de Maripasoula a connu une coupure généralisée de minuit, de 23h à minuit. Une coupure provoquée par une panne survenue sur un moteur de la centrale de la commune. Des délestages ont dû être effectués jusqu'à ce soir pour permettre les réparations sur le moteur en question. Tout devrait être rentré dans l'ordre d'ici ce soir. On poursuit avec l'école de gestion et de commerce de Guyane qui a ouvert ses portes aux lycéens aujourd'hui. L'occasion pour eux de découvrir les formations proposées, de rencontrer les équipes pédagogiques mais aussi les étudiants. Ces derniers étaient à leur disposition pour tenter de les aider à mener à bien leurs projets professionnels. Une aubaine aussi pour l'école de présenter ses résultats. On écoute la directrice de l'EGC au micro de Mia Pierre. Il y a un circuit qui a été préparé d'ailleurs par les étudiants eux-mêmes. Ils ont beaucoup travaillé pour cette journée porte ouverte, c'est normal. C'est ce qui fait dans toutes les écoles. Et donc on invite les parents à suivre le circuit qui a été préparé par les étudiants. Donc il y a des stands sur le cursus de la formation de l'EGC, un stand sur les stages à l'international, les partenariats avec les entreprises. On a un stand qui concerne les associations qui ont été créées par les étudiants eux-mêmes, le bureau des élèves et la junior entreprise. Une école, ça évolue, donc on a tout le temps de nouvelles activités et il faut les faire connaître. On approche à chaque fois les 100% de réussite et surtout, nous avons 100% d'insertion professionnelle. Un mot d'écologie maintenant, à l'heure de la COP21 qui, vous le savez, s'achève le 11 décembre. ATV Guyane s'intéresse à toutes les initiatives environnementales. Au Lamentin, en Guadeloupe, la société antillaise Environnement Recyclage donne une seconde vie au verre. Cependant, elle tourne en sous-régime. Elle a traité cette année 2500 tonnes de verre alors qu'elle pourrait en broyer 10 fois plus. Pourquoi cette structure est-elle sous-exploitée? La réponse avec Nathalie Dinan et Moïse Dexter. Toute la journée, des camions déversent vos déchets à AER, Antilles Environnement Recyclage, une entreprise de tri et de traitement. Donc on va trier et traiter tout ce qui est déchets électriques et électroniques. Donc en gros, tout ce qui a une prise, ça va aller du sèche-cheveux jusqu'au congélateur. Et on va traiter également les métaux, ferreux, non ferreux. Donc tout ce qui est ferraille de construction, tout ce qui est menuiserie d'aluminium. Et on va traiter également les VHU, les véhicules hors d'usage. Et le verre ménager que l'on met dans les bornes d'apport volontaire. Un verre qui mérite plus de traitement de dépollution pour être réutilisé. Car l'objectif d'AER est la valorisation. La première étape, c'est de tout dépolluer, de tout trier pour que ce soit une matière première secondaire et plus un déchet. Ensuite, par exemple, le verre, on va en faire du gravier et du sable une fois qu'il aura été trié. On l'envoie à la carrière à des haies pour être mélangé et utilisé dans le cadre du BTP. La ferraille est également triée, cisaillée et part dans des fonderies dans l'Hexagone. AER, c'est aussi tous ces déchets électriques et électroniques, du sèche-cheveux au réfrigérateur, entassés puis broyés. Ils attendent une deuxième vie, comme ces véhicules hors d'usage, récupérés, dépollués et pliés pour un voyage plus confortable. Le recyclage, c'est un vrai métier. Il faut éviter de ramasser des appareils au bord des routes, car il vous manque une pièce ou deux pour votre machine à laver. Tout ce qui est appareil électrique et électronique, en effet, ce sont des déchets très dangereux. Vous avez du mercure, du plomb, de l'huile, des gaz. Alors c'est très très polluant. D'où l'intérêt de trier. À l'entrée, vous avez des déchets et à la sortie d'AER, de la matière première secondaire pour le BTP, pour la fabrication de dalles de parking, de bijoux et bien d'autres choses que vous n'imaginez même pas. C'est important de trier parce qu'il y a réellement un tri qui est fait, il y a réellement un traitement qui est fait sur les déchets et il y a réellement une valorisation qui est faite. Et on fait de nombreux écoproduits avec les déchets qui arrivent de chez nous. Cette usine de recyclage est unique dans la Caraïbe. Elle produit de la qualité grâce à des équipes compétentes et volontaires qui travaillent pour une Guadeloupe plus belle et plus propre et pour en faire un exemple. Alors quand vous jetez, triez, car ce sont ces hommes qui reçoivent vos déchets.
Et c'est un défi un peu fou que Wilfried Palcy, martiniquais résident dans l'Hexagone, s'est lancé. Il va courir 52 semi-marathons à raison d'un par semaine et ce, chaque fois dans une ville différente. Le projet vise à faire connaître et financer la Fondation du Souffle, une organisation qui aide les malades atteints de maladies respiratoires. Damien Lansade a rencontré le coureur pendant son passage d'une semaine en Martinique. Regardez. Chaque semaine, au-delà de ses entraînements, Wilfried court l'équivalent d'un semi-marathon. Une passion dévorante qui ne lui est venue que récemment. Il y a 3 ans, le virus m'a piqué, le virus de la course à pied véritable, puisque j'ai débuté mon premier marathon, le marathon de Paris. Et ensuite, j'en ai fait 8. J'ai fait Paris, Stockholm, Milan, Barcelone, etc., etc. Une façon de voyager auquel ce Martiniquais de 41 ans a pris goût. Mais c'est la mort de son oncle, Yvan, des suites d'un cancer du poumon, à 53 ans, qui va décider Wilfried à se lancer un défi hors du commun. Suite à cette vision, en fait, parce que là on parle de vision, j'ai épluché les différentes associations qui étaient en lien avec ce désir. Et j'ai trouvé une assoce qui était moins grosse que les autres, avec moins de budget et moins de capacité finalement d'avoir un impact par rapport à l'ambition qu'elle avait. Et j'ai sélectionné donc la Fondation du Souffle. « 52 semi-marathons à raison d'un par semaine, 5 continents et 36 pays. Un tour du monde qu'il a bien fallu financer. Wilfried a chiffré le coût de son projet à 75 000 €. Je ne les ai pas atteints aujourd'hui, puisque ce sont des sponsors qui m'aident dans ce projet. Donc aujourd'hui, j'ai un sponsor qui couvre une partie de la somme, et le reste, ce sont des fonds personnels. Donc c'est prouve vraiment mon engagement, ce sont vraiment des fonds personnels. J'ai vraiment cassé ma tirelire pour pouvoir aller au bout de ce projet. En parallèle, une campagne de financement participatif est en cours jusqu'au 24 décembre pour récolter 10 000 € destinés à la Fondation du Souffle, une organisation qui aide les personnes atteintes de maladies respiratoires. Pour suivre Wilfried, rendez-vous sur la page Facebook du projet Yes We Can. Départ le 31 décembre à Zurich pour le marathon de la nouvelle année. C'est la fin de ce journal local. À tout de suite pour l'information nationale et internationale.